Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On a eu une longue et étoffée question, Philippe Richard Bertrand, de la part de Jocelyn Pinet, qui nous vient de Neuville, au Québec. Le Neuville, qui est près de la ville de Québec. Et je lis sa question parce que je la trouve vraiment bien formulée. Beaucoup se demandent comment ça se fait qu'un poulet coûte maintenant 16 $ le kilo ou qu'un chou-fleur coûte 8 $. Les prix montent vite. Peut-on penser qu'ils vont redescendre aussi rapidement? Qu'est-ce qui fait que les prix soient tant à la hausse? On a longtemps blâmé la pandémie, mais là, la pandémie, il me semble que c'est de l'histoire ancienne. Donc, est-ce que on est encore là? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont en jeu? À quoi peut-on s'attendre dans les 12 prochains mois? Ça m'intéresse tout particulièrement, Philippe Richard Bertrand, en ce qui concerne notamment le prix du panier d'épicerie. Le panier d'épicerie, les derniers chiffres que moi j'avais lus, c'était 10 % minimum. Oui. L'augmentation. Ils ont augmenté. Mais là, on est arrivé un peu à un plateau, là, si je comprends bien. Ou en tout cas, oui, mais ça ne redescendra pas. As-tu déjà vu, toi, un commerçant là, de dire que bon, il a réussi à amener son poulet 16 $, puis là, dans 3-4 mois, là, il va le remettre à 13. Ben, on le voit dans d'autres marchés, Philippe Richard Bertrand. Le prix de l'essence, par exemple, c'est pas parce que tu as réussi à amener ça à 1,80 $ que tu vas le garder. Fois, ça, c'est vraiment drôle, les pétrolières, parce qu'ils augmentent tout en même temps, mais ils raffinent pas de la même manière. Mais encore une fois, sans penser à de la fixation de prix qui est totalement illégale. Là, le cartel du pain, on a déjà parlé, etc. Mais en aucun cas, le panier d'épicerie va diminuer. En tout cas, c'est ma position. T'es pessimiste à ce point-là? Je vois pas encore une fois pourquoi. Je vais te donner je vais mettre ma casquette là, de vrai économiste là-dedans, Philippe Richard Bertrand. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle... il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prix ont augmenté, puis on reviendra un peu là-dessus là, dans les prochaines minutes. Mais une des raisons, évidemment, c'est que le coût de certains intrants a augmenté, puis il y a eu différentes pénuries, là, qu'on pense à la guerre en Ukraine, qu'on pense aux enjeux de logistique. Là, la guerre en Ukraine, par contre, elle a le dos large en tabarouette. Oui, mais ce que je veux dire, c'est entre la pandémie, la guerre en Ukraine, la grève au port de Montréal, là, maintenant la grève à Vancouver, il y a eu tous ces phénomènes-là qui ont fait qu'à un moment donné, le poulet, là, il y en avait moins de disponibles. Ça fait que, ben là, t'as tant de gens qui veulent des poulets, puis t'as tant de poulets. Le prix a augmenté. Je fais juste l'avocat du diable. Là, OK? Mais tu comprends que la guerre en Ukraine, pour le poulet d'Olimel. Après ça, le problème logistique pour le poulet d'Olimel fait à Montréal. Après ça, tu sais, à un moment donné, tous ces facteurs-là économiques ont le dos large en tabarouette. Ils ont augmenté le coût du poulet parce qu'ils voulaient faire plus de profit. Guerre en Ukraine, poulet. OK, mais mettons, c'est un mauvais exemple. Mais mon point, c'est qu'il y a plusieurs motifs qui expliquent l'augmentation du prix du poulet. Peut-être que la guerre en Ukraine n'est pas. Mais mon point, c'est qu'à un moment donné, Philippe Richard Bertrand, si on arrive à produire plus de poulet, puis à les produire plus efficacement, puis on automatise, puis que le coût de fabrication du poulet baisse, puis que moi, mettons, je suis un fabricant de poulet, si je suis capable de te le vendre moins cher, toi, épicier, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux soit maintenir ton prix à 16 $ le kilo, ou tu peux dire, je vais gagner des nouveaux clients en le baissant à 12 ou 13. Et donc, à un moment donné, c'est le principe du marché, tu comprends? Il suffit qu'il y en ait un qui dit je vais faire moins de profit pour acquérir des clients, puis éventuellement, ben, tous les autres sont obligés de t'imiter parce que forcément, si lui il vend 13 puis que lui il vend 16, où est-ce que tu vas l'acheter? C'est le principe de faire des petits des rabais à la semaine. Là, c'est le principe de la circulaire. Là. Cette semaine, le veau est moins cher. Là, tout le monde se garoche chez un épicier parce que le veau est moins cher. Puis là, si toi, t'arrives 2 jours après la circulaire, ben là, écoute, il n'y a plus de veau parce que tout le monde a vidé les étagères de veau. Là. François Lambert était très, très bon là-dedans de prendre tout ce qui est en spécial. OK, mais mettons, prenons un pas de recul. OK? Fait que là, on a parlé de tous les facteurs, mais il y a quand même des facteurs qu'on a oubliés, Philippe, que je voulais mentionner quand même. Pendant la pandémie, évidemment, il y a eu un phénomène assez particulier. On avait peur d'avoir peur dans une certaine mesure. Il y avait le confinement, il y avait la maladie, il y avait toutes sortes de perturbations. Et donc, la première chose là, qui est assez évidente, c'est que la Banque du Canada, tu te rappelleras, a baissé ses taux. Là, c'était 0,25. Puis on parle beaucoup du fait qu'ils ont augmenté, mais on n'a pas tant parlé, ou en tout cas très peu, du fait qu'il ait massivement diminué le taux directeur pendant la pandémie. 0,25, là, c'est zéro. Là, fait que ce qui veut dire qu'essentiellement, tu pouvais emprunter $1, puis le redonner un an plus tard, puis te redonner grosso modo comme $1. Ça veut dire que le coût de l'argent, le coût d'emprunter de l'argent était vraiment faible.
généralement, quand tu empruntes de l'argent à la banque, il y a un taux d'intérêt qui est pas zéro, ce qui fait que si tu empruntes $1 aujourd'hui, dans un an, tu vas redonner $1.04, $1.05. Puis si tu empruntes $1,000, ben, tu vas redonner, right? Ça va te coûter de l'argent, donc ce qu'on appelle le prix de l'argent. Et donc, l'enjeu quand la Banque du Canada met son taux proche de zéro, c'est que l'argent est tellement facile à emprunter puis que ça coûte rien de l'emprunter sur une année, sur 2 années, sur 3 années, que tout le monde emprunte, right? Fait que non, mais là, il y a eu vraiment de la surconsommation. La surconsommation, puis notamment dans le domaine immobilier, dans le domaine de la consommation générale. Mais donc, encore une fois, le problème avec ça, c'est que quand la banque met son taux très bas, tout le monde emprunte parce que ça coûte pas cher d'emprunter. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il y a beaucoup d'argent dans l'économie, right? Tout le monde emprunte de l'argent. T'as des sous dans tes mains. Puis là, ben, si toi, t'as des sous dans tes mains, moi, j'ai des sous dans mes mains, JF, il y a des sous dans ses mains, qu'on va tous à l'épicerie acheter un brocoli en même temps, ben, il y a juste un brocoli, ben, on est tous prêts à payer un petit peu plus cher parce qu'on a plus de sous dans nos mains, right? Fait que ce qui explique l'inflation en partie, c'est que tout le monde a plus d'argent dans ses mains. La deuxième chose, toujours dans la logique de plus d'argent dans ses mains, tu te rappelleras, Phil, le gouvernement Trudeau, ciblé celui-là en particulier, ils ont fait 300 milliards de dollars de dette. Là. Je pense que c'était l'année financière 2021. Ces 300 milliards-là, c'est pas dans les airs. Là. C'est 300 milliards qui t'ont envoyé à toi puis à moi, la PCU, les subventions pour les employeurs, aux loyers, le 75 ça a coulé à flot au fédéral. Ça a coulé à flot, mais ça, c'est pas... Encore une fois, le 300 milliards, là, il est pas dans les airs. Là, il est pas à oublier, on le doit. Puis non seulement ça, ils l'ont mis dans les mains des gens, dans les mains des entreprises, dans les mains des particuliers, PCU, tous les programmes de subvention, tous les programmes d'aide, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Même syndrome, ça a mis un petit peu plus d'argent dans les mains de tout le monde, puis ça fait que ben, si tu as plus d'argent, j'ai plus d'argent, Cybelle puis Jean-François ont plus d'argent, puis qu'on s'en va tout à l'épicerie, puis qu'on a tout plus d'argent, ben on fait quoi? On est prêt à payer plus cher. Et donc ça, si on est prêt à payer plus cher, l'épicier, il est pas dupe, il va nous charger plus cher. Et donc c'est ça qui fait de l'inflation. Puis le problème avec l'inflation, c'est que là, on est tous prêts à payer notre brocoli plus cher. Mais éventuellement, le petit gars qui place le brocoli, il voit le prix à 8$, c'est comme, moi, je vais être payé plus cher. Fait que là, il demande un plus gros salaire. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui fait que c'est difficile de refaire baisser le prix. Parce que là, le salaire, il augmente. Le fournisseur de brocoli qui voit le prix à 8$, il dit, ben moi, je vais être payé plus. On se demande pourquoi on paye les chauffeurs d'autobus 100 000$ par année. Mon point, Phil, c'est que c'est un phénomène qui s'auto-entretient, n'est-ce pas? Et donc, ultimement, ça crée... Puis en économie, on appelle ça les attentes rationnelles. Tu t'attends qu'il y ait de l'inflation, donc tu fais quoi? Tu renégocies ton salaire, tu es prêt à payer plus cher ta maison parce que tu t'attends que les prix vont augmenter. Fait que naturellement, dans ta tête, tu te dis, je vais être prêt à payer plus cher. Et donc, tu as raison en ce sens-là, les prix ne risquent pas vraiment de rebaisser. Par contre, ce qu'on espère, puis avec la Banque du Canada qui a mis son taux à 5 %, puis avec le gouvernement Trudeau qui a quand même continué à faire des déficits, mais un peu moins en tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'il y a moins d'argent dans l'économie et donc ça va arrêter d'augmenter. D'accord, mais tu appelles ça de la psychologie collective. Ouais. Moi, j'appelle ça du délire collectif. Tu comprends? Ou est-ce que dans le sens où ça arrête tout, Francis? À un moment donné, là, moi, je regarde le niveau des salaires dans plusieurs des organisations où je suis consultant, puis il y a des corps de métier que ça fait pas ça fait plus de sens. Ça ne fait plus de sens. Non, tu penses que... Économiquement, ça peut pas fonctionner comme ça. Alors, à un moment donné, il va falloir faire une réflexion importante sur c'est quoi le capitalisme. Puis je pense pas que... Non, mais c'est parce que... Prends pas ça pour du cash. Non, mais grande réflexion philosophique. Le beurre à 6$, la livre de beurre à 6$. On va inviter un marxiste puis un fan de Donald Trump. Des milliards et des milliards. C'est quoi Donald Trump? The billions and billions and billions. Excellent. Donc, finalement, Phil, c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Les prix risquent pas de continuer d'augmenter, je pense, dans les prochains mois, les prochaines années. On voit que le taux d'inflation, d'ailleurs, tu as passé de 8 à 4. Là, on est dans les 3 %. La Banque du Canada l'a dit, puis Francis, l'économiste, vous le prédit également. D'ici la fin de l'année, on va être dans les normes là, de la Banque du Canada autour de 2 %. Ça va nous donner un petit break côté taux d'intérêt. Puis honnêtement, pour les ménages, comme je dis, les salaires risquent d'augmenter un petit peu. Ça va faire en sorte que la vie chère fait un petit peu moins mal, mais à la marge, ça reste une période difficile. Mais Jocelyn Pinet va continuer à payer son poulet 16$. Oui, on le salue d'ailleurs à Neuville. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.